un fichier audio oublié refait surface comme un murmure venu des profondeurs du Sahel. Ce fichier révèle la confession d'un vieil homme enregistré par les services ouandais qui avoue comment une poignée d'alliés complotait pour l'assassinat d'un chef d'État motivé par des intérêts étrangers. Ibrahim Traoré y entend sa propre survie réduite à une transaction et se pose la question: jusqu'où s'étend la loyauté africaine? Le ruban tourne encore fragile entre vérité et trahison. Ce révélateur va bouleverser tout le système, forçant une réflexion sur le pouvoir et la souveraineté en Afrique. L'histoire qui va suivre n'est pas simplement un scandale politique, mais une plongée dans les entrailles de la géopolitique africaine. Ibrahim Traoré, en écoutant cet enregistrement, comprend que sa survie ne dépend pas seulement de son pouvoir, mais aussi des forces invisibles qui le menacent. Le complot contre lui ne se limite pas à un acte isolé, mais fait partie d'un système plus large qui refuse de voir l'Afrique souveraine. Cette révélation expose les failles d'un pouvoir qui jusqu'alors semblait invincible. Cependant, cette vérité, bien qu'indéniable, soulève des questions complexes. Qu'est-ce que la loyauté? Qui sont réellement les alliés et qui sont les traîtres? Dans ce contexte fragile, chaque mot compte et la vérité devient une arme aussi puissante qu'une bombe. Ibrahim Traoré se retrouve à un carrefour crucial. Doit-il prendre des mesures drastiques pour sécuriser son pouvoir ou choisir la voie de la transparence, quitte à risquer de tout perdre? Cette décision ne sera pas seulement politique mais existentielle pour l'avenir du Burkina Faso. Le complot révélé par l'enregistrement n'était que la pointe de l'iceberg. Très vite, les détails de l'opération Oryx ont émergé, dévoilant des alliances secrètes et des jeux de pouvoir entre des acteurs du Sahel et au-delà. Ibrahim Traoré a été pris dans un jeu d'ombre où chaque mouvement, chaque décision pourrait être fatale. L'enregistrement révèle une tentative d'assassinat qui a débuté près de 2 ans auparavant avec des échanges financiers et des rencontres secrètes entre plusieurs capitales de la région. En 2023, une première rencontre a eu lieu à Lomé entre des figures influentes comme Damiba et Miga. Ils ont élaboré un plan qui allait se matérialiser à Abidjan l'année suivante, où l'argent a commencé à circuler. Puis, en 2025, l'infiltration des cercles présidentiels a pris forme, ce qui a poussé Ibrahim Traoré à se rendre compte que le danger n'était pas venu de l'extérieur, mais s'était infiltré jusque dans sa propre garde. Cette découverte a changé la perception qu'il avait de son pouvoir et de ses alliés. Dans les heures qui ont suivi l'enregistrement, les tensions ont monté, d'abord à Ouagadougou, puis à Kampala. Les révélations ont secoué les chancelleries, obligées de réagir. Les alliés de l'ancien président ont commencé à se distancer, tandis que de nouvelles alliances ont émergé dans l'ombre. L'impact a été immédiat, mais sa profondeur n'était pas encore pleinement mesurée. Ce n'était plus simplement une crise politique locale, mais un tournant historique. Dans ce contexte tendu, c'est une femme, discrète mais déterminée, qui a joué un rôle clé. Capitaine de renseignement, formée à Kampala, elle a voilà été la première à relier les différents morceaux de l'énigme. Grâce à son expertise en analyse des données, elle a pu faire le lien entre les bribes sonores et les visages des conspirateurs. À partir de là, elle a commencé à reconstruire la chronologie de l'opération Oryx et à relier les dates aux signatures. Ce travail minutieux a révélé que le complot n'était pas seulement alimenté par des intérêts étrangers, mais aussi par une peur profonde parmi les élites africaines, une peur de perdre le pouvoir et l'influence dans un monde de plus en plus incertain. Elle a compris que ce qui unissait les conspirateurs n'était pas seulement l'ambition, mais la terreur de voir émerger une Afrique souveraine, libre de ses décisions et de ses alliances. Dans un rapport confidentiel, elle a noté: ce qui les unit, ce n'est pas l'ambition de prendre le pouvoir, mais la terreur de le perdre à jamais. Ces mots, lus plus tard par Ibrahim Traoré, sont devenus la clé de son discours.
Ils ont transformé une simple crise de survie en une analyse plus profonde des dynamiques post-coloniales. Ibrahim Traoré, en prenant connaissance de ce rapport, a compris que la trahison dans ce complot ne se mesurait pas à la violence physique, mais à la manipulation psychologique. L'affaire s'est intensifiée avec une rapidité alarmante. Les événements se sont succédés à un rythme effréné, chacun enchaînant le suivant de manière presque inévitable. En janvier 2025, après une série de révélations et d'arrestations, Ibrahim Traoré s'est retrouvé face à une situation qui n'était plus seulement politique, mais existentielle. Les forces spéciales burkinabées ont agi rapidement après l'interception d'un message crypté mentionnant le code Oryx en provenance de Lomé, un signal que l'assassinat était imminent. Les services de renseignement avaient déjà détecté les premiers signes de l'infiltration. Au moment où l'alerte a été donnée, Ibrahim Traoré a pris une décision cruciale. Il a choisi de rester au palais présidentiel malgré les risques. On ne fuit pas sa propre maison, a-t-il déclaré. Dans les heures suivantes, la situation a pris une tournure dramatique. Un véhicule banalisé s'est approché du palais, mais au lieu d'une tentative extérieure, ce sont deux officiers de la garde présidentielle qui ont été capturés à l'intérieur, un symbole brutal de la trahison. L'un d'eux portait un émetteur radio, ce qui a confirmé que le complot venait de l'intérieur même de son propre gouvernement. Peu après, l'ampleur de la situation a frappé de plein fouet. Les enregistrements d'Al-Hajim Miga, l'intermédiaire clé du complot, ont été diffusés à la télévision nationale. 3 jours plus tôt, ce même enregistrement était une simple rumeur, mais maintenant, il devenait une preuve irréfutable de l'ampleur de la conspiration. Les chancelleries étrangères qui avaient ignoré ou minimisé les accusations ont été contraintes de revoir leur position. L'impact international a été immédiat, avec des réactions qui allaient de l'incrédulité à la condamnation. L'affaire a non seulement exposé les failles de la sécurité burkinabé, mais a aussi mis en lumière l'étendue de l'ingérence extérieure et des manipulations géopolitiques dans la région. Le Burkina Faso, traditionnellement un terrain d'influence pour des puissances extérieures, se trouvait désormais à l'épicentre d'une révolution géopolitique dont les retombées seraient ressenties bien au-delà de ses frontières. Le Sahel tout entier regardait cette crise se dérouler, chaque mouvement étant scruté, chaque déclaration analysée. Les preuves apportées par l'enquête ont renforcé la gravité de la situation. Le rapport conjoint des services de renseignement burkinabé et ougandais a révélé une série de chiffres qui ont illustré l'ampleur et la coordination du complot. La première donnée marquante a été la somme d'argent échangée entre les différents acteurs du complot. Plus de 10 millions de francs CFA ont transité entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou. Ces transactions ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés écrans basées en Côte d'Ivoire et ont permis de financer les actions de manipulation politique. Ce chiffre, bien qu'apparemment modeste dans le cadre des grandes affaires d'international, a permis de dévoiler une architecture complexe de financement clandestin. Cependant, le véritable choc a été la vitesse de l'opération. Selon les enregistrements interceptés en novembre 2024, juste avant le début de l'attaque prévue, 12 messages chiffrés ont été échangés entre les conspirateurs pour organiser le plan d'assassinat. Cette vitesse de coordination interrégionale a été perçue comme un signe de l'évolution rapide des capacités de renseignement en Afrique. La coopération entre les pays du Sahel, jusqu'alors limitée, semblait désormais plus avancée que prévu. Les experts ont également pointé un autre indicateur frappant, la cellule anti-coup burkinabé, créée en 2023, avait doublé ses effectifs, atteignant désormais 142 agents, soit une augmentation de 60% par rapport à l'année précédente. Cela montrait non seulement une intensification de la menace interne,
mais aussi une volonté claire de protéger la souveraineté nationale, quitte à prendre des mesures drastiques. La peur, mais aussi la maturation de l'appareil d'État burkinabé étaient de palpables. Ces statistiques, analysées et diffusées, ont non seulement révélé des chiffres bruts, mais ont servi de métaphore puissante pour la résistance croissante d'un pays contre les influences extérieures. Les chiffres devenaient des instruments de narration, donnant une voix à une Afrique qui jusqu'alors avait souvent été perçue comme passive dans ses relations internationales. Les analystes ont noté que cette capacité à agir vite et à collecter des informations de manière autonome était le signe d'une Afrique qui apprenait à se défendre et à se protéger sans l'aide des puissances anciennes. Le complot dévoilé a provoqué des débats intenses parmi les experts et les observateurs internationaux. D'un côté, certains analystes ont salué la réactivité de l'Afrique face à une menace interne, soulignant l'importance de l'intégration des services de renseignement du Sahel, un modèle de coopération régionale qui pourrait définir l'avenir de la souveraineté africaine. Selon cette perspective, les événements au Burkina Faso étaient le signe d'une évolution majeure dans la gestion des menaces. Le renforcement des capacités locales et la mise en place de structures de sécurité interrégionales étaient des indicateurs de maturité politique et stratégique qui permettraient à l'Afrique de ne plus dépendre des puissances extérieures pour sa sécurité. Dans cette optique, Ibrahim Traoré apparaît comme un leader visionnaire, un homme capable de galvaniser la région pour une défense commune, une Afrique qui pourrait protéger ses propres intérêts sans l'influence d'acteurs étrangers. Cela dit, d'autres voix se sont élevées, mettant en garde contre les dérives potentielles. Les critiques pointaient l'instrumentalisation de la situation par Ibrahim Traoré, qui pourrait utiliser la crise pour renforcer son autorité personnelle et son pouvoir. La mise en scène des révélations, la diffusion des enregistrements à la télévision nationale ont été perçues comme une tentative de manipulation de l'opinion publique. Selon ces analystes, l'affaire risquait de devenir un prétexte pour justifier un renforcement de la surveillance et des répressions internes sous couvert de lutte contre les complots. Dans ce scénario, la coopération régionale, loin de renforcer la souveraineté, pourrait conduire à une nouvelle forme de contrôle autoritaire sous l'apparence de la sécurité. Les arguments avancés par ces sceptiques mettaient en lumière une autre facette de l'affaire, l'obsession pour le contrôle et la peur de perdre le pouvoir. Mais ces critiques étaient contredites par l'impératif de protéger un système politique fragile, incapable de se défendre seul contre des forces internes et externes convergentes. De cette façon, le débat se concentre sur un dilemme fondamental. L'autonomie africaine peut-elle réellement exister sans risquer de tomber dans les excès du pouvoir ou dans un renforcement autoritaire sous l'apparence de la souveraineté partagée? Un détail essentiel jusque-là ignoré a profondément changé la donne. Ibrahim Traoré, après avoir étudié les rapports des services de renseignement, a découvert une note codée qui n'était pas simplement une transmission d'informations sécuritaires. Cette note mentionnait un canal ivoirien, B3, avec une validation probable par la France. Ce petit détail, presque insignifiant en apparence, a révélé une vérité plus vaste et plus inquiétante: l'implication d'intérêts extérieurs dans le complot au-delà des frontières africaines. Ce n'était pas uniquement un complot interne, mais une bataille géopolitique à plusieurs niveaux. La France, qui avait longtemps exercé une influence sur le Burkina Faso, était indirectement liée à cette tentative de déstabilisation. Ce coup de théâtre a fait émerger un nouveau questionnement. Jusqu'à quel point les anciennes puissances coloniales continuent-elles d'exercer une emprise sur les affaires internes de leurs anciennes colonies? La révélation a secoué non seulement les cercles politiques, mais aussi l'opinion publique. Le Burkina Faso,
jusqu'à présent vu comme un acteur secondaire dans les grandes manœuvres géopolitiques, devenait soudainement un acteur clé dans un jeu d'influence globale. Les conséquences immédiates de l'affaire ont été multiples et profondes. À l'échelle locale, la diffusion des enregistrements a provoqué un véritable bouleversement dans la société burkinabé. Les citoyens, jusqu'alors déconnectés des enjeux géopolitiques complexes, ont été confrontés à une réalité qu'ils n'auraient jamais imaginée. Un complot fomenté par des alliés proches, des conspirateurs issus de leurs propres institutions. La révélation de ces informations a divisé l'opinion publique, certains saluant l'action d'Ibrahim Traoré, le voyant comme un héros de la souveraineté africaine, tandis que d'autres craignaient que cet événement ne mène à une dérive autoritaire. En réponse à la crise, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, certaines demandant justice et transparence, d'autres appelant à la démission des responsables impliqués. La fracture était nette entre les générations et les classes sociales. Sur le plan régional, l'affaire a eu un impact majeur. Le Sahel, traditionnellement un terrain d'influence pour des puissances étrangères comme la France, a vu ses relations diplomatiques se redéfinir. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un allié stratégique de l'ancienne puissance coloniale, s'est tourné vers une nouvelle dynamique régionale. Des accords de coopération sécuritaire ont été renforcés avec le Mali et le Niger, et des discussions ont été entamées pour établir un système de défense panafricain contre les menaces internes et externes. Cette évolution a été perçue comme un tournant historique, un signe de maturation de la diplomatie africaine. Les chancelleries étrangères, notamment celles de l'Union européenne et des États-Unis, ont commencé à ajuster leur position, devant reconnaître que la réalité du Sahel était en train de changer. Les relations avec la France, autrefois dominantes, se sont rapidement tendues. Paris, accusé d'être lié indirectement à des figures du complot, a dû revoir ses stratégies d'influence en Afrique. Plusieurs dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude quant à la stabilité régionale, tandis que les critiques de la France ont fait surface dans les médias et les forums politiques africains. L'influence française a commencé à se réduire, alors même que le Burkina Faso renforçait ses liens avec des acteurs internationaux alternatifs, notamment la Russie et la Chine, deux puissances qui ont renforcé leurs investissements en Afrique. Ce phénomène a illustré l'érosion progressive de l'ancienne domination coloniale, au profit d'un renouveau des alliances interafricaines. À un niveau plus global, l'affaire a souligné une tendance inquiétante, la montée des tensions géopolitiques non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. La Russie, qui a intensifié ses relations avec le Sahel, a vu ses efforts renforcés par l'instabilité créée par la crise. Les relations entre le Burkina Faso et Moscou, déjà existantes en matière de coopération militaire et économique, se sont approfondies, ce qui a donné lieu à de nouveaux accords dans le domaine énergétique et des infrastructures. De manière plus subtile, cette crise a ouvert la voie à une redéfinition des rapports de force en Afrique, un continent où les anciennes puissances coloniales perdent progressivement leur emprise. Pour résumer, les retombées de l'affaire vont bien au-delà de la seule question de l'assassinat déjoué. Elles marquent un tournant décisif pour la souveraineté africaine et l'alignement géopolitique du Sahel. Le Burkina Faso, par son leadership et son rôle dans la sécurisation régionale, se positionne désormais comme un acteur clé sur l'échiquier mondial. Dans l'immédiat, les effets immédiats de l'affaire Oryx vont se cristalliser autour de la réorganisation interne du Burkina Faso et de ses voisins. Le scénario de base prévoit une stabilisation relative dans la région, accompagnée de réformes politiques destinées à renforcer la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, fort de son autorité après avoir déjoué le complot,
devrait procéder à des ajustements dans son gouvernement en excluant les éléments compromis tout en consolidant son pouvoir. À cet égard, l'intégration de nouveaux alliés au sein du gouvernement pourrait conduire à une légitimité accrue sur la scène internationale. Le Burkina Faso devrait intensifier sa coopération avec le Mali et le Niger dans un cadre plus structuré de défense régionale. Cette réorganisation pourrait entraîner une période de calme relatif dans les 6 mois à venir, avec un renforcement des institutions et un développement des infrastructures critiques, en particulier dans les secteurs de la cybersécurité et de l'énergie. Dans la version la plus favorable, la situation pourrait évoluer encore plus favorablement, avec l'émergence d'une véritable coalition panafricaine. Si les réformes de sécurité sont couronnées de succès, le Burkina Faso pourrait devenir un leader dans la construction d'une défense interafricaine. L'extension des liens diplomatiques avec la Russie et la Chine pourrait permettre au pays de bénéficier d'investissements conséquents, particulièrement dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. L'extension de ces investissements à l'ensemble du Sahel pourrait changer le paysage économique et politique de la région, offrant des alternatives concrètes aux anciennes puissances coloniales. Le Sahel, autrefois un terrain d'influence de l'Occident, deviendrait un laboratoire de souveraineté collective, avec un renouveau des alliances africaines. Cela dit, le scénario pessimiste envisage une escalade des tensions internes et régionales. Si les divisions au sein du gouvernement burkinabé ne sont pas efficacement gérées, une fracture politique pourrait éclater, mettant en péril les réformes en cours. La pression extérieure, notamment de la part de l'Union européenne et des États-Unis, pourrait augmenter, incitant ces puissances à utiliser des moyens diplomatiques pour freiner la montée en puissance du Burkina Faso. Si cette situation perdure, le pays pourrait se retrouver dans une impasse diplomatique avec des partenaires internationaux hésitant à s'engager pleinement. L'opposition interne pourrait alors se radicaliser, exacerbant les tensions politiques. L'incertitude géopolitique du Sahel risquerait de se transformer en une crise permanente, entravant la mise en place de politiques durables. De cette façon, dans les 6 à 12 mois à venir, l'avenir du Burkina Faso dépendra largement de la capacité de ses dirigeants à naviguer entre ces différents scénarios, à renforcer la cohésion interne et à maintenir une position équilibrée sur la scène internationale. L'affaire Oryx n'a pas seulement secoué les institutions politiques du Burkina Faso, elle a également résonné profondément dans le quotidien des Burkinabés. Dans les rues de Ouagadougou, les cafés sont devenus des lieux où les débats sur la souveraineté, la loyauté et la politique africaine se sont intensifiés. Ce qui semblait être une affaire réservée aux élites politiques est rapidement devenu un sujet de discussion parmi la population, touchant les jeunes, les travailleurs et même les étudiants qui se sont emparés de l'affaire pour la transformer en sujet d'analyse. Le nom d'Ibrahim Traoré, jusqu'alors connu principalement dans les cercles politiques, est devenu celui d'un symbole. Un symbole de résistance mais aussi de responsabilité. Les jeunes se sont identifiés à lui, voyant dans ses actions un appel à une Afrique libre, indépendante et capable de se défendre contre les influences extérieures. Cela dit, cette histoire ne se limite pas à une simple analyse politique. C'est aussi un appel à l'action pour une nouvelle génération qui, loin des débats diplomatiques, cherche des réponses concrètes aux défis de la souveraineté et de la sécurité. Les manifestations de solidarité qui ont émergé spontanément dans certaines régions du Burkina Faso témoignent d'un désir profond de changement. Le discours d'Ibrahim Traoré, qui a été répété dans les écoles, les universités et même dans les villages reculés, est devenu un mantra pour ceux qui aspirent à une Afrique qui assume son destin.
La situation a provoqué une prise de conscience collective où chaque citoyen, qu'il soit militant ou non, a commencé à voir son rôle dans le grand chantier de la reconstruction du continent. L'affaire Oryx n'est pas seulement une crise politique, mais un tournant culturel et générationnel. Une Afrique nouvelle semble être en train de se forger où les individus ne sont plus simplement des spectateurs, mais des acteurs actifs de leur propre histoire. Face à la crise, Ibrahim Traoré a mis en place une série de réformes destinées à reconstruire non seulement la confiance entre l'État et la population, mais aussi à instaurer une nouvelle dynamique de coopération panafricaine. D'abord, une cellule de coopération interrégionale a été créée pour renforcer les capacités de renseignement et de cybersécurité, permettant une protection plus efficace des données sensibles et des infrastructures critiques. Cette initiative a impliqué 12 pays du Sahel qui se sont engagés à échanger des informations et à coordonner leurs efforts pour prévenir toute nouvelle tentative de déstabilisation. Ensuite, la transparence bancaire a été au cœur des réformes économiques. Le Burkina Faso a mis en place un système de suivi des transactions financières transfrontalières, visant à contrer les flux financiers illégaux et à garantir la transparence dans les échanges. Ce mécanisme a été supervisé par une commission conjointe composée des autorités burkinabées et ghanéennes afin d'assurer l'intégrité des processus. Puis, un plan de réforme énergétique a été lancé en partenariat avec la Russie, dans le but de diversifier les sources d'énergie du pays et de réduire sa dépendance aux puissances extérieures. Ce plan vise également à renforcer l'autonomie énergétique de la région en favorisant l'investissement dans des projets d'infrastructures modernes. Et pour finir, un projet d'éducation civique a été lancé pour sensibiliser la population aux enjeux de la souveraineté et de la sécurité nationale. Ce programme vise à encourager un sentiment de responsabilité collective et à former les jeunes générations aux principes de gouvernance démocratique et de citoyenneté active. De cette façon, la réponse d'Ibrahim Traoré face à la crise n'est pas seulement une série de mesures réactives, mais un véritable plan de transformation de la société burkinabé et de la région du Sahel dans son ensemble. En définitive, ce n'est pas seulement un complot qui a été déjoué, mais une vision profondément ancrée dans les valeurs de souveraineté et d'indépendance. Ibrahim Traoré, au cœur de cette tourmente, ne se contente pas d'être un survivant. Il incarne un changement radical dans la perception du pouvoir et de l'autorité en Afrique. Ce qu'il a vécu ne fait pas seulement écho à une histoire personnelle, mais à une quête collective pour une Afrique qui se relève, unifiée, loin des manipulations extérieures. Le discours qu'il a prononcé après la crise n'est pas celui d'un homme en quête de vengeance, mais celui d'un leader qui regarde vers l'avenir, vers la reconstruction d'un continent qui refuse d'être subordonné. Ce tournant, aussi douloureux soit-il, a permis de poser les bases d'une nouvelle conscience africaine, une conscience où la souveraineté ne se définit plus uniquement par des frontières géographiques, mais par la capacité à défendre son histoire et son avenir. Le peuple burkinabé, uni autour de cette cause, se voit désormais non seulement comme témoin, mais comme acteur clé de la souveraineté de son pays. Ce n'est pas un simple moment de crise qui les a définis, mais leur volonté collective de préserver ce qui leur appartient de droit, leur liberté. L'histoire de l'opération Oryx ne se termine pas avec la chute d'un complot, mais avec l'éveil d'une conscience collective qui résonne à travers tout le Sahel. À travers la figure d'Ibrahim Traoré, une nouvelle ère de souveraineté se dessine, une ère où les voix africaines ne sont plus réduites à l'écho des puissances étrangères, mais deviennent le moteur de leur propre destin. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit politique, est celle d'un peuple qui apprend à se défendre contre les forces extérieures tout en affirmant sa place dans le monde. À l'heure
où le Burkina Faso réécrit sa trajectoire, le défi reste de maintenir cette dynamique. Il appartient à chaque citoyen, chaque jeune, de comprendre l'importance de sa voix et de son action. Cette quête de souveraineté n'est pas celle d'un homme seul, mais celle de toute une nation et de toute une Afrique qui refuse de se soumettre. Rejoignez-nous dans cette aventure collective pour bâtir un avenir où la liberté et la dignité des peuples africains ne seront plus jamais compromises. L'histoire continue.